Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui sort aujourd'hui ou demain? C'est demain normalement. Demain, mais vous avez un avant-première. Voilà. Fonctionnaire, le vrai du faux, exclusif, métier par métier, leur réelle baisse de pouvoir d'achat. On parlera aussi du pouvoir d'achat de nos anciens premiers ministres dans un instant. Et puis évidemment Boualem Sansal qui est à la une avec Rachel Binas qui s'était exprimée courageusement sur ce plateau indigne de France 5, si je puis me permettre. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Jérôme Dubu, vous êtes membre du pôle Idées d'Horizon. Bonjour à vous. Et nous attendons Najwa Laïté, qui est avocate, docteur en droit public et qui a publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Hier, Michel Barnier s'est exprimé aux 20h de TF1. Moi ou le chaos, en gros, ce sont ses propos, une menace de dette, de scénario à la grecque. Bref, on va revenir sur cette intervention hier soir. 79% des communes sont touchées par le trafic de drogue. C'est la Cour des comptes qui tacle la non-application de certaines mesures contre le narcotrafic. Nous parlerons encore et toujours de Boualem Sansal et puis les anciens premiers ministres qui nous coûtent relativement cher. Enfin, pour certains d'entre eux, on en parlera dans un instant également. Alors, commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alexandra, c'est un coup de gueule? Oui, un coup de gueule. C'est corporatiste. Oui. Non, mais je crois pas. Je crois que justement, c'est un coup de gueule qui devrait nous mobiliser tous. Nous avons lancé à la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, une vaste opération de défense de la laïcité, du droit de rire de tout et de tous, du droit de se moquer des religions, du droit de blasphème et de défense de la République. Donc, avec une association qui est née à la suite des attentats de Charlie Hebdo et qui propose donc un outil pédagogique à destination des lycées franciliens. Ce sont des caricatures, comme une espèce de fresque historique, donc toutes les caricatures qui ont existé à travers notre histoire, dans l'ordre chronologique, ce qui est pas mal aussi, je le précise, et qui montre qui décortique, qui montre, qui apprend que on peut rire de tout. Voilà. J'ai été très choquée. Moi je pensais vraiment très naïvement que cette opération serait saluée de façon unanime. Et il y a les indignés professionnels, les tweeters compulsifs qui ont cru devoir s'attaquer à cette opération qui devrait nous rassembler tous, parce que je rappelle que c'est une opération que nous lançons au moment du procès des assassins, de l'assassinat de Samuel Paty, et au moment où nos professeurs, qui sont les derniers fantassins de la République, sont en première ligne. Donc nous, c'est d'abord une opération qui est basée sur la liberté pédagogique, puisque les professeurs, c'est un outil que nous leur proposons. Voilà. Ils sont libres de le choisir ou non, et ça sera aussi une bonne façon de prendre la température de ce qui se passe dans notre société, puisqu'on verra s'ils se saisissent de cet outil. C'est un outil très agile qui permet un vrai dialogue avec les élèves, parce que la réalité, parce que moi j'adore les polémiques stériles sur l'école, mais la réalité est... Vos éditeurs qui nous écoutent et qui connaissent l'école savent la réalité. La réalité, c'est que nous avons dans nos classes des jeunes gens qui n'adhèrent pas aux histoires qui nous rassemblent, à la grande histoire qui nous rassemble, qui pensent que le fait religieux est supérieur aux lois de la République. Et donc, ces élèves, ils sont là. Oui. Et il faut leur expliquer. Mais est-ce que c'est pas la manière dont Valérie Pécresse a communiqué? Moi, j'avoue que quand j'ai entendu son expression, ou en tout cas l'interview qu'elle avait accordée, et qu'on lui a dit mais on pourra montrer, il y aura des caricatures du prophète, elle a dit ah non, pas le prophète. Non. Bon. Alors c'est peut-être été réducteur, mais c'est-à-dire on parle pas des religions. Non. Ah, comment on parle des religions? Et comment on se moque des religions? Il y a une caricature qui se moque des religions. C'est ce qui a été critiqué, c'est là-dessus que je voulais revenir. Mais je trouve que c'est tellement réducteur. Enfin, je veux dire, on est vraiment au bord du précipice. L'école de la République est au bord du précipice. Il y a des choses qu'on ne peut plus enseigner à l'école. Nos élèves n'adhèrent plus à l'histoire qui nous rassemble. Tout ce qui cimente notre nation est contesté
au sein même de l'école. Je trouve que c'est courageux. À la région, nous sommes courageux. Désolé, ça paraît très présomptueux, mais non, mais c'est une formidable initiative. Oui, mais pourquoi dire on ne se moque pas du prophète Mais parce que c'est pas une opération contre la religion de l'islam. C'est une opération pour apprendre à penser contre soi-même. Voilà. Si nous arrivions tous collectivement à penser contre nous-mêmes, ce serait peut-être déjà une bonne chose. Vous aviez suivi cette polémique ? Oui, vaguement. Mais alors moi, je suis plutôt un jacobin. Donc, j'attends de l'éducation nationale ce genre d'initiative. Et lorsqu'elle vient de la région, je me dis tiens, pourquoi ça vient de la région ? Mais quand il s'agit de défendre la liberté d'expression, quand il s'agit de promouvoir la laïcité, quand il s'agit de défendre la République, je dirai jamais oui mais. Je dirai pas mais. Voilà, je dirais oui. Parce que non, mais c'est une formidable initiative. La communication, les tweets, c'est super, mais la réalité, c'est ça. C'est nos professeurs qui sont face à cette réalité. Nos professeurs sont tués, et nous essayons de combattre contre ce qui ronge notre société et ce qui ronge, ce qui fait qu'on est ensemble. Alors on va marquer une pause. Je suis désolée, c'est l'heure du rappel des titres. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, et Najwa Laïté. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Docteur en droit public, vous êtes avocate, vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan, et je vous montre la une de Marianne. Que tout le monde voit. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Le vrai du faux à propos des fonctionnaires privilégiés, paresseux, pléthoriques. Vous avez passé en revue métier par métier leur réelle baisse de pouvoir d'achat, et vous revenez sur les idées reçues sur les fonctionnaires, et puis tout un dossier consacré à Boualem Sansal dont on va parler dans un instant. Quelques mots, parce que vous n'avez pas eu le temps de réagir, Jérôme Dubus, sur le coup de cœur d'Alexandra Spinner, juste rappeler à nos auditeurs qui nous rejoindraient qu'on évoquait cette initiative de la région de proposer des cours d'éducation à la quoi, c'est à l'humour, en fait à la liberté, c'est vraiment un hymne à la liberté, voilà. Et c'est un outil pédagogique, c'est un outil éducatif qui sera proposé, je dis bien proposé, puisque c'est sur la base du volontariat, aux professeurs, pour avoir un dialogue avec leurs élèves. Parce que j'ai regardé effectivement des dessins, ça démarre avec des images très anciennes, avec des caricatures du roi Louis-Philippe qu'on voit transformer en... C'est une sorte de donc fresque c'est apprendre le de la dessin de presse et la caricature. Non, moi je soutiens totalement cette initiative, je la trouve très bonne. D'ailleurs, la région dans la défense de la laïcité a été exemplaire depuis le début du mandat. Je crois nous avons été les premiers à proposer une charte de la laïcité. Peut-être même au-delà, charte de la laïcité, contrôle des associations, condamnation des associations et mise à l'écart des subventions. Plus de subventions pour ceux qui ne respectent pas la laïcité. Pas la charte de la laïcité, donc je trouve que c'est exemplaire, et ça va bien dans ce bon sens, dans le sens. Malheureusement, j'allais dire que c'est un épiphénomène, parce que la situation de notre pays, on va en reparler tout à l'heure avec le rapport Klinker. Allez-y, vous pouvez embrayer. Alors j'y vais, sur mon coup de cœur, sur ce rapport Klinker qui est passé un petit peu inaperçu compte tenu de la richesse, si je puis dire, de l'actualité avec l'affaire du Liban, etc. C'est le rapport de Brigitte Klinker, racontez-nous un petit peu de quoi il parle. C'est le rapport de Brigitte Klinker, qui est un député qui a été ministre, donc qui était député d'Alsace, qui a fait un rapport sur l'état des expulsions des clandestins en France. Bon. Alors, il ne nous apprend rien, ce rapport, parce qu'on le sache déjà. Simplement, il donne une photographie de ce qui s'est passé en 2023. Taux d'exécution des OQTF, 7%. Taux d'exécution dans l'Union européenne, 20%. Donc, on est 13 points en dessous de la moyenne européenne. Il y a des pays qui font jusqu'à 50%. L'Allemagne fait 40-45% du taux d'exécution des OQTF. Donc, on est très à la traîne en matière d'exécution. On le savait déjà. 140 000 à peu près demandés et à peu près 10 000 exécutés. Voilà. Ouais.
Voilà l'état de la situation en 2023. Ça s'est un peu amélioré en 2024 avec l'application d'une partie des mesures qui ont été votées lors de la loi immigration de fin 2023, notamment le retour des jeunes de moins de 13 ans qui étaient arrivés de manière clandestine sur le sol français et qu'on ne pouvait pas expulser. Ça, c'est terminé. Donc la loi a quand même donné un certain nombre de résultats. Évidemment. Je crois que Bruno Retailleau va annoncer des chiffres qui sont meilleurs. Je crois qu'on arrive à entre 15 et 17%. C'est pas le Pérou, hein, on en est loin. On est encore loin des 20%, si on est à 15%. Mais c'est mieux. C'est-à-dire qu'on aurait doublé en 2024 le taux d'exécution. Et le rapport de Brigitte Klinkert liste un certain nombre de raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Alors, raison objective ou subjective. La première raison, c'est évidemment les laissez-passer consulaires. Ouais. C'est-à-dire que nous, on n'arrive pas à négocier avec notamment les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, un certain nombre d'accords qui nous permettent d'avoir entre l'exécution et l'arrivée sur le sol le laissez-passer consulaire, qui est la pièce essentielle, la pièce administrative essentielle pour pouvoir exécuter cette OQTF. Et ça se dégrade de ce point de vue-là. Alors, la situation d'Algérie, avec l'Algérie est catastrophique. Il n'y a plus de relations. Je crois qu'avec le Maroc, quand même... Alors, ça commence à s'améliorer, mais c'est très récent. Vraiment à parce s'améliorer. Que le voyage du président de la République est très récent. Les raisons de se réjouir sont aussi peu nombreuses qu'il faut les citer. La provenance, c'est surtout Maroc et Algérie. Et l'Algérie, les liens sont totalement coupés. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus depuis un certain nombre de mois, il n'y a plus aucun laissez-passer consulaire qui est donné par l'Algérie. Aucun. Zéro. Bon. Donc ça ne va pas améliorer les chiffres qui vont tomber là. Enfin, il y a peut-être effectivement, on va pouvoir en reparler avec Boualem Sansal. Et moi, j'ai posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas des mesures fortes qui sont prises sur, par exemple, les attaques qui sont faites, de s'en prendre aux biens mal acquis. Nombre de dirigeants algériens possèdent des hôtels particuliers, des immeubles dans Paris. Alors on n'en est pas allé jusqu'à là. On a essayé de bloquer les visas. Darmanin a essayé de bloquer les visas, ça a duré 3 mois, et puis après on a capitulé, il faut bien le dire. On a capitulé. D'ailleurs, c'est d'autant plus juste. Alors, je termine, parce qu'il y a un autre sujet. Je vous laisse terminer, mais après, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Valérie Expert. Il y a un autre sujet sur lequel, qui est pointé par le rapport, c'est la libération des gens qui ont fait des recours, des clandestins qui ont fait des recours, et qui sont dans des centres de rétention administratifs. Bon. Vous savez que c'est 90 jours dans un centre de rétention administrative et que vous pouvez faire un recours en justice devant le juge des libertés au bout de 15 jours. Bon. Et il est renouvelable, ce recours. Eh bien, le nombre de recours et de mises en liberté par les juges des libertés ont été multipliés par 4 depuis 2019. Par 4 depuis 2019. C'est-à-dire que tous les mois, il y a à peu près 600 à 700 clandestins qui sont libérés par les juges des libertés. Alors, le rapport, il est un petit peu vague sur les solutions. Non, mais c'est en tout cas, ça confirme... Alors, ça donne une bonne photo. On reviendra, si vous voulez, sur les solutions qu'on peut mettre en place. Alors, non, mais je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, Valérie, par rapport aux moyens de pression et notamment sur les biens mal acquis des autorités algériennes. J'allais dire que la justice française le fait suffisamment pour les dictateurs africains. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, nous, à chaque fois, on est ciblés, alors qu'il y a d'autres dirigeants étrangers qui pourraient l'être également et qui ne le sont pas. Donc ils se victimisent naturellement, mais en tous les cas, ce moyen de pression est une possibilité également. Après, est-ce que vous voulez que je passe à mon coup de cœur, puisqu'on parle de Boualem Sansal ? Bien sûr, on en parle. Alors moi, je profite des caméras pour parler. J'aime bien aujourd'hui, depuis l'arrestation de Boualem Sansal, on a une sorte de chaîne de chroniqueurs, de débatteurs qui se fait, et tous les jours, un débatteur parle de Boualem Sansal, et je dis qu'on en parlerait tous les jours jusqu'à sa libération. Formidable une de Charlie Hebdo. Vous avez cette une de Charlie Hebdo que je salue et c'est mon coup de cœur. Pourquoi ? Parce que cette une, elle dit quoi ? Donc, Algériens, reprenez vos imams, rendez-nous vos écrivains. Alors là, tout est dit.
Parce que Boualem Sansal est une figure de la lutte contre l'islamisme et la liberté d'expression. Et on connaît sa plume acérée, sa plume lumineuse. Et donc, j'aimerais en profiter d'ailleurs pour rappeler des propos qu'il a tenus lors d'une interview où il disait, et là son combat et son engagement sont là. C'est « Je me suis mise à écrire comme on enfile une tenue de combat ». Donc là... Voilà, vous voyez le sens des mots. Et donc face à cette dissidence littéraire incarnée par cet écrivain, et là tout est dit dans la une de Charlie Hebdo, l'État algérien répond à Boualem Sansal d'une certaine manière, en disant que face à cette liberté littéraire, cette liberté de ton, eh ben la réponse des autorités algériennes, c'est l'autoritarisme. Ouais. Et la propagation de l'idéologie islamiste. Parce que c'est intéressant ce que dit Charlie Hebdo, c'est reprenez vos imams. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, le 1er janvier 2024, souvenez-vous des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, concernant les imams détachés. La France, à partir de cette date, n'était plus censée accepter la présence d'imams détachés financés sur son territoire par l'étranger. Et la réalité est beaucoup plus complexe que cela, et c'est ce que souligne d'une certaine manière Charlie Hebdo, en disant « reprenez » vos imams et libérer en gros Boualem Sansal, eh bien la réalité est beaucoup plus complexe puisque les imams détachés algériens sont en France et officient toujours. Donc moi je reviens à l'écrivain Boualem Sansal, c'est l'objet de mon coup de cœur. S'il vous plaît, je termine. Ouais. On apprend, moi je me permets également. Ouais. Donc on apprend par la voix de son avocat qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le parquet antiterroriste et il s'agit d'une détention arbitraire. Donc alors, il faut sans relâche continuer à se mobiliser, à en parler. J'aimerais juste rendre hommage à votre justement une journaliste de votre magazine, Rachel Binas, qui a été formidablement courageuse et que sur un plateau où tout le monde s'est vautré dans le déshonneur, elle a pris la parole et elle nous a tous sauvés. Oui, merci beaucoup. Je lui ferai passer ces mots d'encouragement qu'elle mérite. Bravo à elle. Et c'est vrai que dans cette affaire, en fait, c'est pour ça qu'il faut éviter les oui mais. Il faut y aller. Merci de le rappeler. Sans limite, cette défense de cet écrivain, parce que dans cette affaire se joue quelque chose de finalement beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. C'est tout l'héritage de la France, en fait. La liberté d'expression, c'est le siècle des Lumières. Le fait d'embastiller, c'est la Révolution française. Et la sacralisation des auteurs, c'est Victor Hugo et c'est les funérailles de Victor Hugo qui ouvrent quelque part, qui justifient, qui consolident plutôt la Troisième République. Je crois que c'est en 1885. Et donc, dans cette histoire, eh bien, il y a ce qu'il y a de positif, de lumineux dans notre héritage, et c'est pour ça qu'on se doit de tout faire pour tout faire, parce que comme souvent dans ces histoires qui ont un caractère à la fois symbolique et puis qui reposent sur une personne, en vérité se joue le fil, le récit national de toute notre histoire. Le XVIIIe siècle, le XIXe, et quelque part aujourd'hui, quand De Gaulle dit on n'embastille pas Voltaire à propos de Sartre et de sa virulence par rapport au pouvoir. Donc, vous parlez à une dictature. L'Algérie est une dictature aujourd'hui. On en a la démonstration. À laquelle M. Macron a quand même fait les yeux doux et nous voyons le résultat. Oui, il n'est pas le seul. Beaucoup ont fait les yeux doux. Nicolas Sarkozy, François Hollande, tout le monde a fait les yeux doux à l'Algérie. Donc on est un peu effectivement tétanisé comme une espèce d'animal qui prend les phares d'une voiture. On est tétanisé par les rapports avec l'Algérie depuis des années et des années, depuis 1962 en réalité, et aucun président ne nous en a sorti. Donc Macron a fait ce qu'il pouvait, je suis désolé de le dire, mais ni les uns ni les autres. Non, il voulait ce qu'il a voulu. Personne ne lui a demandé d'aller... toute cette séquence sur la repentance je voudrais revenir sur Boualem Sansal, si vous permettez, sur la une de Charlie Hebdo, que je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas, parce que on sait que c'est une dictature, l'Algérie, depuis des années, une dictature de gauche, qui s'est revendiquée presque marxiste, communiste. Il suffit de reprendre les écrits qui ont été faits par les dirigeants algériens depuis 1962. Ils se revendiquent de gauche,
très clairement. Bon. Et la gauche française a été assez en admiration devant le régime algérien, il faut bien le dire, après la décolonisation. Je passe. Mais au fond, on peut lui reconnaître quand même quelque chose, c'est d'avoir maintenu, et j'ai lu avec attention ce que disait Kamel Daoud, et avec ce magnifique roman qui est pris concours, Ouris, qui est terrible, sur ce qui s'est passé entre 1990 et 2000, rapidement, pour dire que l'État, on peut reprocher beaucoup de choses aux Algériens, mais ils ont essayé de maintenir un État laïque. Donc quand on leur dit reprenez vos imams, bah oui, mais enfin, les imams, ils véhiculent quand même un islam. Non, je suis désolée. L'Algérie est un État laïque. Bon, je veux dire, on peut revenir sur ce qu'ils véhiculent. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Bah oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. On continue de commenter toujours cette arrestation de Boualem Samsal. Je ne sais pas qui voulait réagir. Oui, alors allez-y. Vous évoquiez à l'instant le roman de Kamel Daoud. Magnifique roman qui nous rappelle aussi une chose, c'est que les premières victimes de l'islamisme, du terrorisme islamique, ce sont les musulmans. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête. Maintenant, tout le débat que nous avons là nous rappelle que si nous ne voulons pas que la laïcité soit un signifiant flottant, eh bien, il faut l'enseigner à nos élèves. Et ça, c'est la démonstration même que l'opération d'enseignement de la laïcité dans les lycées est vitale. Parce que nous sommes la somme des histoires auxquelles nous adhérons. Et on voit bien ici que... c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Maintenant, sur la libération de cet écrivain, je crois qu'il faut... Merci de parler de lui tous les jours. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous. J'espère qu'il y aura une mobilisation, parce que je rappelle que l'Algérie est un État. Donc il faut qu'il y ait une négociation d'État à État. Tout à fait. Voilà. Donc la France fait le nécessaire. Le président de la République s'en occupe matin, midi et soir. Écoutez, je suis ravie que vous en soyez convaincus. J'espère aussi. Marianne de demain dit des écrivains otages d'une nouvelle guerre contre la France, parce que Boualem Samsal allait régulièrement en Algérie. Il y a des propos, dit-on, qui lui seraient reprochés effectivement sur le Sahara, mais entre autres, c'est aussi une réponse de l'Algérie justement à la position de la France sur le Maroc. Sur le Sahara occidental. Oui, c'est ça. Mais effectivement, malheureusement, derrière, c'est au-delà du cas de Samsal, c'est-à-dire du rapport qu'il y a entre la France et l'Algérie. Et Jérôme l'a dit, les liens sont absolument coupés et sont désastreux. Ils sont désastreux, totalement coupés. Même en matière économique, on est passé de la première place, parce que c'était un partenaire important en matière économique. La Chine nous dépasse maintenant très largement. La Chine est en train, avec la complicité des États-Unis, qui voit là aussi des marchés émergents, de nous dépasser. Donc on perd toute influence économique, politique, sur un pays qui n'a cessé de dériver. Oui, mais il fallait s'en douter. Enfin, je veux dire. Mais c'est un acte. Je vais vous dire. Il y a des tas de naïfs qui aujourd'hui nous disent encore que l'Algérie c'est formidable. Oui, non, mais attendez, c'est un acte. Moi, regardez la réaction de LFI. Je peux parler. C'est un acte politique fort de la part du président de la République Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sujet du Sahara marocain, moi parce que je suis franco-marocaine, donc moi je parle du Sahara marocain, a toujours été une affaire vitale et sensible entre les deux pays. Et donc, c'est certain que ce qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, en reconnaissant l'intégrité du territoire marocain par notamment son Sahara marocain, allait avoir ces répercussions-là au niveau de l'Algérie. Et j'ai envie de vous dire, il faut maintenant assumer. Il a mis du temps, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Il a mis 7 ans pour le reconnaître. Il a mis du temps, hélas, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. J'espère que d'autres voix vont s'élever, notamment celle du recteur de la mosquée de Paris. J'attends qu'il appelle, de sa responsabilité, j'attends qu'il appelle à la libération. C'est ce qui est souligné dans Marianne. Les silences des relais d'Alger en France, et en premier lieu, effectivement. Peut-être 2 initiatives, celle d'un académicien pour le faire entrer. Pour le
le faire entrer. C'est une initiative qui n'a de valeur que symbolique, mais il faut la saluer quand même. De faire de lui un académicien par une procédure un peu particulière. Moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que l'agitation qui est en train de se produire, et tant mieux en France, ne ravit pas Alger, qui finalement reprend le pouvoir. On est en demande envers l'Alger. Donc, est-ce que c'est ce qu'ils veulent, en fait, qu'on en parle, qu'on... S'il y a un sentiment anti-français en Algérie qui est développé, effectivement, ça braque le projecteur sur la capacité du gouvernement algérien à engager un bras de fer avec la France. Sauf que ça se fait sur des considérations, je dirais, par rapport à un auteur. Ça touche à la liberté d'expression. Enfin, je veux dire que ça fasse débat, l'idée selon laquelle on ne peut pas porter dans cette mesure atteinte à la liberté d'expression par rapport à un auteur qui est au-delà de tout soupçon, me semble, mais... les bras m'en tombent, à vrai dire. On va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant, ce sera votre coup de gueule, Franck, qui nous permettra d'évoquer l'intervention de notre Premier ministre hier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler de notre Premier ministre, censure, pas censure, de son intervention hier soir au journal de TF1, journal de 20h. Franck Dedieu, vous aviez un coup de gueule. Oui, parce que j'entends parler de chaos financier si le budget n'est pas voté. J'entends parler de scénario à la grecque par le porte-parole du gouvernement. Et je trouve que, d'abord, je suis très étonné par le dénigrement de la signature de la France. Quand on est à l'exécutif, on ne dénigre pas la signature de son pays. Je veux dire, à l'époque de Mitterrand ou de Chirac, alors certes, c'était... En France, c'était pas un euro, et peut-être que ça change beaucoup de choses, mais un ministre qui dénigrait la signature et la monnaie de son pays, je veux dire, il restait pas longtemps. Donc, je trouve et puis ça passe sans que personne s'en émeuve. Deuxièmement, je me méfie beaucoup de cette intimidation financière, parce que d'abord, historiquement, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Il y a eu intimidation financière, rappelez-vous, avec le référendum européen en 2005. Qu'est-ce qu'on en a soupé? Ça serait la fin du monde, les 7 plaies d'Égypte. Ensuite, rappelez-vous les Islandais. On s'en souvient pas des Islandais, mais c'était probablement le premier acte après les subprimes de révolution nordiste. Ils ont voté contre. Bon, ils s'en sont pas si mal, sortis. Vous avez la Catalogne, où on vous dit, vous allez voter pour l'indépendance de la Catalogne. Moi, franchement, je suis pas très régionaliste, mais c'était, vous allez devoir sortir de l'euro parce que la Catalogne sera un autre État distinct de Madrid. C'était pas rien quand même comme intimidation. Et puis, je rajoute le Brexit. Vous remarquerez que j'emprunte à la fois des intimidations venant de la gauche comme venant de la droite. C'est pas le problème. Je pense que d'abord, ça ne marche pas. Et puis, encore une fois, pardon d'être un peu, vieillot dans mon approche, mais quand même, je veux dire, on ne dénigre pas la signature de son pays. Enfin, c'est un acte qui est quand même grave. Ouais. Qu'est-ce que vous je partage tout à fait. J'aurais voulu faire ce coup de gueule. Je partage tout à fait. Effectivement, ce catastrophisme est très dangereux. Il est très dangereux parce que d'abord, il ne marche pas. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, il marche pas économiquement, heureusement. Je ne sais pas si politiquement il marchera, j'en sais rien, parce qu'on veut faire peur effectivement à une partie de la représentation nationale en disant vous allez avoir une grande, bien sûr, vous allez avoir une grande responsabilité parce que ça va être la catastrophe. Et puis deuxièmement, au niveau des marchés, les marchés ils sont déjà conscients de ce qui se passe. Enfin, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est pas parce que vous dites que demain ça va être la catastrophe que les marchés vont changer. C'est totalement faux. Enfin, c'est totalement illusoire. Donc c'est une affaire politique. Ça n'a aucun sens en matière économique. Et ça n'a aucun sens de rationalité. Parce que, les marchés étaient fébriles ce matin quand même. Mais les marchés ils sont fébriles depuis la dissolution. Particulièrement ce matin. Regardez le spread. Le spread il est au plus haut avec l'Allemagne. Bon, depuis 2012. Donc les marchés ont déjà commencé à réagir. Malheureusement pour nous. Qu'est-ce que ça dit cette communication de Michel Barnier? C'est sauf qui peut, c'est après moi le chaos, c'est un message à Marine Le Pen, tu seras pas capable de le faire parce que voilà ce qui va se passer. C'est un appel à la responsabilité.
Ouais. Alors, on sait tous que va-t-il se passer après? Moi, j'ai trouvé que Michel Barnier, honnêtement, hier, n'était pas dans le catastrophisme. Il y a un certain nombre de ministres qui le sont. J'ai trouvé beaucoup plus modéré qu'un certain nombre de ministres. Il y a une répartition des rôles, mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il a quand même dit attention, les épargnants, vos actifs sont mis à mal. Je veux dire, il faut quand même rappeler une chose. C'est que les taux sont à, je ne voudrais pas faire de la technique financière, mais enfin c'est facile à comprendre, les taux sont à 3%, et vous avez un taux d'inflation à 1,5, quelque chose comme ça. Autour de 2. 2. Ça veut dire que les taux réels sont à 1%. Ouais. Aujourd'hui, la France s'endette à 1% en taux réel. Vous pèteriez, vous, à 1%, Valérie, à quelqu'un qui risque de faire faillite? Bien sûr que non. Les taux sont sur le risque de la faillite, il faut quand même raison garder. Les taux sont historiquement bas. Depuis l'euro, on est protégé par la BCE, et on sait très bien qu'aujourd'hui, mais l'Allemagne peut dire ce qu'elle veut, la BCE va nous protéger. Il n'y a pas de catastrophe à attendre. La BCE rachètera la dette française si tant est qu'il y ait un accident avec les investisseurs internationaux, ce que je ne crois pas non plus. On ne va pas en arriver là. Si on n'en arrive pas là, ça veut dire que c'est pour ça que le spread n'augmente pas tant que ça. Oui, mais si on dit aux gens qu'on est dans une situation à la grecque, si vous voulez, la situation de la Grèce, c'était complètement différent. On est quand même dans une situation catastrophique. Mais on n'est pas dans une situation catastrophique. On ne prête pas. Non, mais les marchés financiers, ils ne prêtent pas à 1%. À 1%. Vous voyez ? Il y a des gens qui s'endettent aujourd'hui pour acheter leur appartement à 4 ou 5. On ne prête pas à 1% en taux réel quand vous êtes dans une situation catastrophique. Pardon de vous le dire, mais ils ne sont pas idiots quand même, les marchés financiers. J'adhérais à votre coup de gueule, mais si vous nous expliquez maintenant que tout va bien... Non, je ne dis pas ça non plus. Désolé de vous dire. Je ne dis pas ça non plus, parce que de se dire on s'en fout de la dette, etc. On va raser gratis demain. Alexandra, je ne suis pas là-dedans. Je vous dis simplement que je connais un peu la psychologie des marchés financiers. Les taux d'intérêt, ils étaient hier à 0%, ils sont aujourd'hui à 3%. Mais ça reste quand même très bas historiquement. Voilà. Non, mais ce qui est en jeu, je suis désolée, ce qui est en jeu aussi, c'est notre souveraineté. Moi, je me souviens de l'émir du Qatar qui vient en France et qui dit je vais déverser des milliards dans l'économie française pour aider en gros la France dans son industrie. D'ailleurs, ils sont omniprésents dans un certain nombre de secteurs capitalistiquement parlant. Donc vraiment, c'est la question de la souveraineté qui se pose. Parce que bien sûr, naturellement que la France, on n'est pas dans une situation à la grecque. Mais l'enjeu, c'est notre souveraineté. Ensuite, concernant la communication du Premier ministre Barnier, oui, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire que là, il prend à témoin les Français. Je vous rappelle que ce ne sont pas les Français qui vont voter, c'est les députés. Mais il prend à témoin les Français, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, Alexandra, qu'il appelle à la responsabilité, notamment du RN. Oui. Il prend à témoin les Français en disant voilà, l'enjeu est là vis-à-vis du Rassemblement national qui menace, qui dit voilà, on va se joindre à la motion de censure si motion de censure de la gauche est déposée. Donc c'est un appel à la responsabilité. Alors et j'en terminerai par là, face à cette épaisse grisaille, ce qu'on apprend par les confrères du Point, c'est que la Commission européenne a validé le plan de redressement des finances publiques de la France jusqu'en 2031, ce qui en fait traduit le fait qu'on va pas arriver à une austérité insoutenable. C'est-à-dire vraiment c'est sur plusieurs années jusqu'à 2031. L'objectif c'est pour la France de diminuer ses déficits sans en venir à une austérité qui ferait que l'économie française serait complètement étouffée. Attendez. Mais la Commission européenne demeure vigilante. Sur l'affaire de la Commission européenne, il faut quand même pas être naïf à ce point-là. Les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement français, moi je fais partie de la majorité, enfin de ce qui reste de la majorité, donc je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais enfin, il y a un certain nombre de choses qui me choquent actuellement. Soyons objectifs. Les chiffres qui ont été donnés à la Commission européenne sur la trajectoire financière de la France jusqu'en 2031, ce sont des chiffres d'avant la discussion budgétaire. Bon, c'est-à-dire avec un déficit l'année prochaine, en 2025, fixé à 5%, et puis après,
une baisse du déficit pour arriver à 3% et 2% en 2031. Mais c'est déjà plus ça. Vous avez bien entendu le Premier ministre hier soir. Autour de 5%, le déficit. Autour, ça n'est plus 5%, c'est autour de 5%. Donc si on continue comme ça, la trajectoire française qui a été présentée devant la Commission européenne, donc elle est faussée. Je te rejoins, ouais. et qui a été approuvée, ce qui est un point très positif, malheureusement, elle est déjà obsolète. Elle est déjà obsolète. Ouais, Franck de Dieu. Dans la démonstration de Najwa, il y a tout de même quelque chose qui ne me va pas. C'est-à-dire que un budget avec une baisse des dépenses, on peut s'en féliciter à long terme ou on peut se le reprocher à court terme, mais ça produit une baisse de la croissance. C'est-à-dire que vous avez l'effet austéritaire dans un pays très interventionniste. Si vous baissez la dépense publique, il ne suffit pas d'être un grand économiste pour le comprendre. Vous avez moins de carnet de commandes, vous avez quelque chose comme 0,8 points de croissance en moins. Vous passez de 1,6 à 0,8. Donc quelque part, on n'est pas véritablement dans une forme de rupture austéritaire à la Thatcher. C'est ce que je voulais. Oui, c'est là où je voulais en venir. Oui, mais tout cela produit tout de même une baisse de la croissance, donc pour l'année 2026, donc pour l'année 2027, moins de recettes. Et donc c'est ça le piège, c'est-à-dire qu'il produit par son austérité, par sa supposée austérité, je dirais les austérités de demain, parce qu'il n'aura pas suffisamment de recettes. Mais l'augmentation des impôts produit aussi de l'austérité, tout le monde le sait. Oui, effectivement. Je dis, il faut bien trouver une solution à un moment. Et le deuxième piège, les dépenses, et si on n'augmente pas les impôts, le deuxième piège, il est en amont. C'est-à-dire que c'est celui de la Commission européenne. La Commission européenne doit véritablement assouplir son système, assouplir le pacte de stabilité. C'est absolument vital parce que d'année en année, elle décroche par rapport à des pays qui, eux, n'ont pas peur de faire du déficit. Je ne dis pas qu'il faut en faire tout le temps du déficit, mais c'est que... Mais quelle est la sanction de la Commission européenne? Zéro. Non, mais à ce moment-là, très bien, Jérôme, dites à ce moment-là qu'on peut dire, on s'assoit... dépasser les 3%, personne ne va vous taper dessus. Disons clairement que le budget 2025, on s'assoit sur le pacte de stabilité auquel tient la Commission européenne. Et j'ajoute, mais c'est déjà le cas. Et j'ajoute, pour terminer et pour aller dans votre sens, Jérôme, j'ajoute pour terminer et pour aller dans votre sens, qu'il y a peut-être pas à Sud Radio, mais en Allemagne, un sujet qui est exactement différent. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils sont en train de débattre sur le sujet inverse. Ils ont fait trop d'austérité, il y a un gouvernement qui démissionne, ils sont prêts à revoir leurs règles de frein budgétaire, c'est-à-dire de déficit public qui doit être absolument, contenu, et ils sont en train d'avoir un débat radicalement différent en disant mais il faut à nouveau faire de la dépense, il faut peut-être revenir sur... Ils sont en excédent depuis des années et des années. Non, ils ne sont pas en excédent. Mais si, ils sont en excédent budgétaire depuis des années, bien sûr que si. Excédent budgétaire, excédents commerciaux. Enfin, depuis des années, budgétaire, mais oui, depuis des années. La dette a baissé en Allemagne. La dette a baissé, mais elle n'a pas baissé. Et peut-être faudrait-il qu'on regarde un peu moins ce qui se passe en Allemagne. Ils sont à 60% du PIB. Tendance à vouloir regarder ce qui se passe en Allemagne. Oui, mais l'argument est réversible, Valérie. Je suis en train de vous dire justement que ce qui se passe en Allemagne, c'est parce que justement ils sont en train de revoir leur dogme. Mais la dette en Allemagne, c'est 60% du PIB. Nous, on est à 100, plus de 100%. Donc, si vous voulez, il y a un écart entre les deux. Si l'Allemagne monte à 70% ou 75%, ça ne sera pas une catastrophe. Si nous, on continue à monter à 120, 125, ça sera une catastrophe, c'est clair. Le constat, quand même, est là. Tous les gouvernements successifs du président de la République ont laissé filer le budget. Et on est quand même dans une situation qui n'est pas très réjouissante. Vous dites qu'il n'a pas été alarmiste hier. Il a quand même dit le moment est très grave, une dette incroyable, un déficit. Mais c'est vrai qu'on a une dette incroyable. Voilà. Non, mais il n'a pas dit qu'on était dans la situation de la Grèce. Enfin, ça, c'est quand même très symbolique de dire qu'on est dans la situation de la Grèce. En tous les cas, la porte-parole du gouvernement, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle a tenu quand même. C'est la porte-parole. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour notre Bréjon, mais c'est faux. Voilà. Oui, mais elle l'a dit. Bah oui, mais on se retrouve dans un instant. On va évoquer une des mesures proposées par Michel Barnier pour les économies, c'est réduire le train de vie de nos anciens premiers ministres. C'est
C'est un peu populiste peut-être, mais c'est-à-dire qu'on en a de plus en plus, c'est ça le problème. Oui, et il reste de moins en moins longtemps, donc c'est ça. Donc faut les payer derrière. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, on évoquait l'intervention de Bernard Cazeneuve, non, de Michel Barnier pas hier. Encore. De Michel Barnier hier soir. Écoutez ce qu'il disait parmi les pistes pour trouver un petit peu d'argent. Et puis je pense qu'on peut aussi faire des améliorations dans le train de vie de l'État, être plus sobre, être plus simple. Je pense par exemple demander un effort aux anciens ministres et aux anciens premiers ministres pour réduire le fonctionnement. C'est pas quelques millions d'euros. Oui, mais c'est pas seulement symbolique. Bah, si, c'est symbolique, c'est hautement symbolique. Hein. Donc, il y a comment on dit, le hit parade des plus dépensiers. Donc, Bernard Cazeneuve et Dominique de Villepin va près de 200 000 euros par an, 167 000 euros pour Jean-Pierre Raffarin, 162 000 pour Lionel Jospin, et les moins dépensiers, Jean-Marc Ayrault, Alain Juppé avec 80 000 euros, et le plus économe, c'est Jean Castex, 3 600 euros seulement. Les deux premiers, c'est absolument invraisemblable. Bah, c'est invraisemblable. Ce sont ceux qui gagnent le plus. Ouais. Ce sont ceux qui gagnent le plus. Ce sont des avocats d'affaires, ils gagnent beaucoup d'argent, et ce sont ceux qui dépensent le plus les deniers de l'État. Alors, c'est symbolique, tout ce qu'on veut. Moi, je trouve ça totalement incompréhensible. Voilà. Je ne comprends pas qu'on puisse cumuler, même en étant ancien Premier ministre ou ancien ministre, un rôle dans un cabinet d'avocats d'affaires où on est grassement rémunéré, à juste titre, et où on continue à vivre au crochet de l'État. Non, mais moi, je suis totalement d'accord. Je suis désolée. Vous dites que c'est symbolique. Oui. Eh ben oui, le symbole, mais il est important. La vertu de l'exemplarité, c'est plutôt pas mal. Et moi, évidemment, je suis... c'est une vérité qui semble un peu banale, mais évidemment que oui à la baisse des dépenses publiques et oui à l'exemplarité. Il y a un autre tabou, je vais me faire des ennemis, mais par exemple, les intermittents du spectacle. Mais oui, mais pardon. Ça on aussi, parle pas. Mais oui, mais on n'en parle pas, mais on devrait en parler. Ça fait 20 ans que ça dure, 25 ans. Mais les intermittents du spectacle, c'est pas tout à fait pareil que les premiers ministres. Là, on est en train de tout confondre. Bien sûr, que ça n'est pas la même chose. On me demande de compléter la liste. Donc, Édouard Balladur, 103 750 euros. François Fillon, 125 998. Manuel Valls, 142 600 euros. Edith Cresson, 154 730 euros. Sur 150 000 euros par an pour une dame, et pareil pour Édouard Balladur, qui a dépassé les 80 ans. Le problème, c'est qu'on reste de moins en moins longtemps Premier ministre, donc les dépenses vont augmenter. J'entends bien ce que Madame vous Borne, semblez Attal, dire, que tout ça est un peu populaire. Alors, c'était sur 2023, c'est pour ça qu'ils n'y sont pas. C'est ça, voilà. aussi. Mais ça va rapporter un peu plus d'1 million. Vous savez, on ne peut pas demander aux Français en permanence de serrer la ceinture. On ne peut pas augmenter les impôts en permanence. Moi, je ne suis pas le défenseur des premiers ministres, des anciens premiers ministres. Mais effectivement, je considère que c'est quand même une mesure très symbolique. Non, mais c'est rien, c'est une virgule, c'est rien du tout. Qui a peut-être une vertu, mais si on est dans un discours de gravité comme l'a été le Premier ministre, il faut quand même qu'on respecte un certain nombre de proportions des enjeux. Et par rapport à cela, on braque le projecteur sur, d'accord, peut-être à bon droit, mais enfin, je veux dire, il faudrait aussi braquer le projecteur sur les milliards de plus-values qui ont été réalisés par une minorité, une infime minorité de gens au bénéfice pendant le Covid et grâce à l'augmentation des cours de bourse et grâce à l'augmentation des prix d'immobilier. C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus dans les années François Hollande où on se débattait sur les 75% d'impôt sur le revenu par rapport aux riches, etc. Non, il y a dans ce pays des gens qui ont fait des fortunes en milliards d'euros et qui doivent, je pense, je dirais, contribuer de façon patriotique aux finances publiques. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais dans une faible proportion, Jérôme, dans une très faible proportion qui augmente. Dans une très faible proportion. Mais une fois que vous aurez essoré ces gens-là, qu'est-ce qui va rester? Enfin, je veux dire, vous allez les essorer 1 an, 2 ans, après vous les verrez plus. Mais il ne s'agit pas de les essorer. Si, c'est un peu ça. Moi, je pense aussi que tout est symbole, dans le sens
sens où je vous rejoins quand vous dites on demande aux Français de serrer la ceinture. En plus, l'avenir n'est pas radieux. Enfin, on est dans un brouillard épais. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et à côté de ça, l'État ne serait pas exemplaire. Bah oui, on demande aussi à être exemplaire dans ses dépenses, même si c'est dans ce cas-là, supprimons les bouquets de fleurs. Mais même je vais aller plus loin. Supprimons les repas vendons nos ambassades. Je vais aller plus loin. Supprimons aussi les commissions Théodule, où certains membres sont payés. Il y a des commissions Théodule pour flatter tel ou tel, ou le bon militant, le bon fonctionnaire, à un moment, il faut que ça s'associe. À la région, nous avons décidé de ne pas faire de vœux cette année, par exemple. Voilà, en début de l'année prochaine, on ne fait pas de vœux. Alors vous allez me dire, c'est très symbolique, mais nous, quand nous sommes arrivés à la région, eh bien notre majorité, elle a coupé à la hache tous les frais de fonctionnement. C'est-à-dire tout ce qui était inutile, ça a été écarté. Il faut aussi à un moment que les politiques donnent l'exemple. On peut pas, c'est pas possible qu'il y ait une dichotomie telle. Cette politique, c'est une politique qui ne vise pas quelqu'un en particulier. Ça relève du budget de fonctionnement classique, de se dire on fait des économies, on aura moins par rapport aux vœux, aux petits fours, etc. C'est pas pareil que de pointer du doigt des anciens premiers ministres. Je pourrais mal la défense des premiers ministres, mais c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Le symbole est important, sauf que c'est la partie, c'est la pointe, c'est la partie de l'iceberg. C'est qu'il y a une gabegie sur plein de... à 200 000 euros de dépenses, qui sont deux avocats d'affaires qui gagnent plus d'1,5 million ou 2 millions d'euros par an. Mais bien plus que ça. Non, mais bien plus que ça. Non, c'est à peu près ça. Non, je crois pas. C'est ce qui est déclaré en tout cas. Mais c'est mais c'est la partie, c'est la pointe de l'iceberg. Si on va dans le fonctionnement des ministères, est-ce qu'on avait besoin d'avoir 40 ministres ? Parce qu'on utilise cet argument pour dire mais attendez, vous n'allez pas fiscaliser les 300 personnes ou les 500 personnes les plus riches parce que effectivement c'est une infime minorité, c'est la pointe de l'iceberg. Mais en vérité, en termes de retour sur investissement, pardonnez-moi, mais en termes de retour sur investissement, vous avez une réserve d'argent, un gisement d'argent qui est... Mais pas suffisamment. Vous voyez, c'est 2 milliards. Mais c'est 2 milliards. C'est 2 milliards. Donc c'est très peu. Comment ça se passe ? Ça, c'est une fausse bonne solution. Je suis désolé de le dire. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes engagé dans la vie politique et vous considérez qu'il est à peu près normal que, en ces temps, je dirais, de crise, en ces temps de disette, eh bien, après tout, au bout de la 3e année, quelqu'un qui a gagné pendant le Covid et grâce à des plus-values immobilières et boursières, des milliards, c'est légitime qu'il quitte la France. C'est pas légitime, on ne va pas l'enfermer en France, enfin. On a quand même une liberté d'expression. Bien sûr. C'est quoi la solution, en fait ? Il y a aussi le principe de réalité. Non, mais la solution, c'est quand même de se dire que si, à un moment donné, on se sent une sorte d'obligation, ce n'est pas que des droits. On a des obligations, des devoirs à l'égard de son pays. Mais moi, je considère que la contribution fiscale, c'est le premier des patriotismes. Bon. Moi, j'en suis convaincue. Voilà. Et je trouve typiquement que la fraude fiscale, c'est un Mais pourquoi vous dites que ces gens fraudent ? Non, j'ai pas dit. Non, parce que c'est ce que vous... Ça n'a rien à voir avec la fraude fiscale. Ah non, je ne parle pas de fraude. Je dis simplement que de se dire que on brandit la liberté de circulation pour ne pas payer des impôts. On va les enfermer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Déjà, par rapport à cette histoire-là, déjà, Bercy prévoit que les Français qui décideraient de quitter la France pour échapper à l'impôt, ils vont faire comme les États-Unis, mais est-ce qu'on en a les moyens ? Eh bien, seraient également devraient contribuer impossibles et devront contribuer. Et ça, après, ça doit être suivi des faits. Mais la France veut faire comme les États-Unis. En tous les cas, envisage de le faire. Exactement. Mais il paraît que les cabinets d'avocats en ce moment sont en surchauffe avec un certain nombre de Français qui veulent quitter la France. Moi, je vous confirme. On l'a vécu avec Hollande. J'ai des Français qui viennent me voir à mon cabinet pour les accompagner, juridiquement parlant, contractuellement parlant, notamment
notamment au Maghreb, et je pense particulièrement au Maroc. Et je peux vous dire que j'en ai pas une trentaine, mais une dizaine qui sont venus me voir pour être accompagnés dans ce cadre. Il y a des anciens premiers ministres aussi. Il n'a pas tapé à la porte de mon cabinet. Évidemment que je n'ai pas la solution en disant il suffit de dire, il suffit de faire pour porter atteinte à la liberté de circulation. Il ne s'agit pas de dire ça. Mais il s'agit quand même de se dire qu'il n'est pas totalement normal de quitter son pays ou de menacer de le faire lorsqu'on est extrêmement riche et lorsqu'on a vu son patrimoine augmenter dans des proportions extrêmement fortes. C'était, je crois, Émile Durkheim, le sociologue, qui disait le patriotisme, c'est un amour-propre social. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'individuel, mais parfois qui se conjugue au pluriel. Nous sommes d'accord. Mais en parallèle, on est déjà le pays qui prélève le plus et on est déjà le pays qui redistribue le plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, et qu'il y a les services, comme ça, et qu'il y a les services publics qui ne fonctionnent le moins. Bon. Donc, tout à fait. Ça suit. Oui, mais il y a des dépenses que nous socialisons. L'éducation nationale, nous la socialisons. Oui, mais on ne peut pas dire qu'on soit ravi de ce qui se passe dans l'éducation nationale, de ce qui se passe dans les hôpitaux, de ce qui se passe dans la police. Donc on dit dans la justice. On est dans la justice. Raison de plus pour rester et défendre notre pays. Allez, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.